Bienvenue au podcast Sac du Cœur. Mon nom est Didier Orméjuste et cette semaine, on va faire un tour d'horizon des rencontres qui étaient présentées au sein de la NFL lors de la journée de dimanche en cette 15e semaine d'activité du côté de la NFL. Déjà, la table est mise pour le premier rang de la section S du côté de l'Association nationale. On va avoir droit à tout un duel entre les Cowboys et les Eagles la semaine prochaine à la suite de leurs victoires respectives. Ça avait eu lieu dimanche, bien sûr. Les 49ers de San Francisco, ils ont trébuché à domicile contre les Falcons d'Atlanta. Ça fait en sorte que les Seahawks de Seattle se retrouvent maintenant au tout premier rang du côté de l'Association nationale. Les Seahawks sont donc la première tête de série, mais il reste encore 2 semaines. Bien des choses peuvent changer. Et du côté de la Ligue canadienne de football, les Alouettes de Montréal qui sont toujours à la recherche non seulement de propriétaires, mais également de directeur général. Il semble que personne ne veut du poste de DG du côté des Alouettes. Alors, on va discuter de tout ça dans cet épisode du podcast Sac du Cœur qui commence à l'instant. On va commencer notre tour d'horizon de la NFL avec le duel qui mettra aux prises les Patriots de la Nouvelle-Angleterre aux Bengals à Cincinnati. Avant de parler de cette victoire des Patriots de la Nouvelle-Angleterre par la marque de 34-13, bon, bien sûr, il y a eu là, ce nouveau scandale de tricherie par rapport aux Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Un employé des Patriots qui, la semaine dernière, lorsque les Bengals affrontaient les Browns de Cleveland, eh bien, il y a un employé des Patriots qui filmait la rencontre. Il était supposé la filmer pour une série documentaire que les Patriots produisent qui s'appelle Do Your Job. Mais on l'a surpris en train de filmer les lignes de côté où étaient les entraîneurs des Bengals de Cincinnati. Alors, naturellement, on sait que les Patriots, bon, il y a un historique là, de tricherie qui remonte à leur première conquête du Super Bowl face aux Rams de Saint-Louis à l'époque. Les Patriots qui avaient filmé une des séances d'entraînement des Rams dans la semaine menant au match du Super Bowl. Alors, bon, il y a eu l'affaire des ballons dégonflés. Ça, c'était un autre dossier. C'était différent. Ça, c'était pas vraiment de la tricherie. Mais écoutez, les Patriots sont bons. Okay? Moi, personnellement, j'admire la dynastie. Qu'est-ce que Bill Belichick est en mesure de construire avec Robert Kraft à la Nouvelle-Angleterre. Bien sûr, Tom Brady avec ses 6 conquêtes du Super Bowl. Mais les Patriots sont également des tricheurs. Parce que je ne sais pas si vous avez eu la chance de voir la vidéo. La vidéo a été diffusée sur les ondes du réseau américain Fox de cet employé des Patriots qui filmait les lignes de côté et la conversation qu'il a eue avec l'employé des Bengals qui l'a surpris en train de filmer les lignes de côté. Il semble qu'il savait qu'est-ce qu'il faisait et qu'il n'avait pas le droit de filmer les lignes de côté. Alors, deux choses peuvent être vraies. Oui, les Patriots sont bons. Ben oui, ils tentent souvent de tricher. Je crois que maintenant, c'est indéniable tout ça. Mais peu importe. Les Patriots ont vaincu les Bengals de Cincinnati. Ils n'avaient pas besoin de faire ça afin de vaincre les Bengals. Ça a été une victoire facile par marque de 34-13. Stephon Gilmore, le demi-coin des Patriots, connaît vraiment toute une saison. On est rendu à la 15e semaine d'activité. Gilmore n'a toujours pas accordé de toucher par voie de réception cette année à aucun des receveurs qu'il a couvert depuis le début de la saison. Il connaît vraiment une saison phénoménale. Je crois que c'est le favori afin de remporter le titre de joueur par excellence en défense du côté de la NFL. Alors, face aux Bengals, eh bien, il a réussi une interception qu'il a retournée pour un toucher. Et ça fait en sorte que Stephon Gilmore, bien, il a inscrit 2 touchés défensifs cette année. Il n'en a accordé aucun touché. Alors, plus de touchés marqués par Gilmore qu'il en a accordé. Alors ça représente bien l'excellente saison qu'il connaît. Le porteur de ballon des Bengals, Joe Mixon, a amassé 136 verges au sol en 25 courses. Mon Dieu, j'aimerais savoir Joe Mixon jouer avec une meilleure formation que les Bengals. Pour moi, c'est un des porteurs de ballon les plus talentueux de la NFL. C'est malheureux qu'il joue à Cincinnati. Alors, une victoire haut la main pour les Patriots. Les Patriots qui gardent espoir d'avoir une semaine de congé lors du premier tour éliminatoire. Alors, on verra s'ils seront en mesure de le faire. Maintenant, à Détroit, les Buccaneers de Tampa Bay ont facilement vaincu les Lions de 38-17. 4 passes de toucher pour Jameis Winston. Bon, il a été victime d'une interception. Ça ne serait pas un match si Winston n'était pas victime d'au moins une interception. Mais ça a été une victoire facile. Plus de 450 verges par la passe pour Jameis Winston. La semaine dernière également, il avait amassé plus de 400 verges. Plus de 450 verges, c'est-à-dire.
Mais les Lions de Détroit, c'est vraiment une équipe qui ne va nulle part. Ils ont une des pires, c'est pas la pire défense contre le jeu aérien. Alors c'est pour ça là, que c'était prévisible que les Buccaneers allaient connaître du succès parce que quand même, on est très productif par la passe. On a une des attaques les plus productives de la NFL. Et comme la semaine dernière, Anthony Auclair nous le disait, du côté des Bucs, on aimerait terminer avec une fiche gagnante. Ça fait longtemps qu'à Tampa, on n'a pas été en mesure de faire ça. Alors, avoir une saison gagnante, c'est toujours possible du côté des hommes de Bruce Arians qui présentent maintenant un dossier de 7 victoires et 7 revers. On joue quand même pour 500 là, du côté des Bucs. Alors ça, il ne faut pas négliger ça. Mais bon, c'est un match qui ne voulait rien dire étant donné que les Bucs sont déjà éliminés et les Lions également ne participeront pas aux éliminatoires. Alors, je ne crois pas qu'on a besoin d'en dire plus sur cette victoire haut la main du côté des Buccaneers de Tampa Bay. Par contre, si vous êtes des propriétaires, si vous jouez au fantasy football, et que vous avez le receveur étoile, en fait, les deux receveurs étoiles des Buccaneers. Michael Evans a raté la rencontre en raison d'une élongation musculaire aux ischio-jambiers. Chris Godwin, il a quitté le match blessé aux ischio-jambiers également. Ça peut faire mal à votre équipe de fantasy football. Les Packers de Green Bay ont gagné 21-13 contre les Bears. Alors ça donne vraiment un dur coup aux chances des Bears de participer aux éliminatoires. Les Packers se retrouvent maintenant avec une fiche de 11 victoires et 3 défaites. Mais c'est drôle, lorsqu'on regarde jouer les Packers, on n'a pas l'impression qu'ils sont une équipe dominante malgré leur fiche de 11 et 3. Et Aaron Rodgers, on aimerait dire que l'attaque des Packers est meilleure que l'année dernière. Du moins, on a plus d'équilibre que l'année dernière sous Mike McCarthy. Aaron Jones a connu un autre bon match. Mais les statistiques d'Aaron Rodgers, je les regardais ce matin, elles sont similaires à les statistiques qu'il affichait la saison dernière. Alors, on n'a pas nécessairement vu une amélioration du côté d'Aaron Rodgers tant que ça sous Matt Lafleur, mais peu importe. Les Packers ont une fiche de 11 victoires, 3 défaites. 53 passes tentées avec Mitchell Trubisky. Ça, c'est pas la recette pour que les Bears soient en mesure de l'emporter. 53 passes tentées avec Mitchell Trubisky dans un match qui a été serré là, quand même. Ça, écoute, moi, j'en ai parlé lors du podcast, j'en ai parlé en ondes. Oui, on critique beaucoup Mitchell Trubisky, mais Matt Nagy, l'entraîneur-chef, doit être critiqué également. Là. C'est lui qui sélectionne les jeux. Alors, 53 passes avec Mitchell Trubisky, c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. Trubisky, oui, il a connu des bons moments lors des dernières semaines. Il avait bien joué contre les Cowboys, mais la défense des Cowboys a très mal joué lors de ce match-là. Il s'était amusé contre les Lions de Détroit, mais tous les carrières s'amusent face aux Lions de Détroit. Donc, Mitchell Trubisky, écoutez, je ne suis pas certain que du côté des Bears, on ne devra pas trouver un carrière pour compétitionner avec lui au moins la saison prochaine. Dans une bataille qui mettait aux prises les Texans aux Titans, ça, c'était une bataille pour le premier rang de la section sud du côté de l'Américaine. Le match avait lieu au Tennessee. Les Texans étaient en mesure de l'emporter sur le terrain des Titans, 24-21. Donc, c'est une défaite pour Ryan Tannehill. Moi, j'étais sur le bandwagon des Titans. Je le suis encore, je garde espoir, là, mais les chances des Titans se sont affaiblies de participer aux éliminatoires avec 2 semaines maintenant à faire au calendrier régulier. Donc, avec cette victoire, les Texans ont pris le contrôle de la section sud. Les Texans de Houston qui sont au premier rang de la section sud du côté de l'Américaine. Puis on a gagné 24-21 malgré 2 interceptions dont a été victime de Sean Watson dans la zone des buts. Ça, là, c'est un péché du côté d'un carrière. On ne peut pas faire cadeau du ballon de l'adversaire dans la zone des buts. Lorsqu'on est en position d'ajouter des points, au pire, on est victime d'une passe incomplète. Au pire, on se contente d'un placement. Ça, Watson ne peut pas faire ça. Mais malgré tout, on a été en mesure de l'emporter du côté de Houston, même si on a bousillé 2 présences près de la zone des buts. Une chose qui est certaine, du côté de l'attaque de Houston, cette attaque-là est beaucoup plus menaçante lorsque Will Fuller est là. Oui, OK, DeAndre Hopkins, c'est un des meilleurs receveurs de passe de la NFL. C'est de loin le meilleur receveur des Texans de Houston, le receveur le plus complet. Mais la présence de Fuller qui tire les défenses adverses de façon verticale. Puis on l'a vu durant la rencontre. On tentait de doubler Hopkins. Mais qu'est-ce que ça fait? Ça laissait Fuller seul à 1 contre 1. Fuller et les autres receveurs de passe étaient seuls à 1 contre 1. Et il n'y a aucun demi-coin qui peut courir avec Will Fuller. Fuller est un des joueurs les plus rapides de la NFL. Alors sa présence, ça a permis à Hopkins de réussir 6 réceptions bonnes pour 119 verges. Et ça aide le jeu au sol également. Carlos Hyde a amassé plus de 100 verges au sol. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas un match de 100 verges. Mais Fuller, la question de savoir pendant combien de temps il va rester en santé, et même avant le début de la rencontre, sa présence était incertaine.
encore une fois, blessé aux ischio-jambiers. Je ne sais pas s'il doit se mettre à faire du yoga. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il doit faire, mais ses ischio-jambiers, il doit en prendre soin parce que constamment, toutes les semaines, il est sur la liste des blessés et sa présence est toujours incertaine, on dirait, à chaque semaine du côté de Will Fuller. Mais lorsqu'il est là, il ajoute vraiment une dimension à l'attaque des Texans de Houston. Du côté des Titans, A.J. Brown a été ciblé 13 fois par Ryan Tannehill. Brown, qui est un receveur de passe recrue, 8 réceptions, 114 verges et il a inscrit un touché. C'est un gros receveur, il est très robuste. Je ne peux pas croire que l'Université du Mississippi misait sur A.J. Brown et DK Metcalf en même temps et qu'on n'avait pas une meilleure attaque que ça. Ça, c'est vraiment incroyable, mais plus que Tannehill est le carrière partant, eh bien, A.J. Brown s'est mis à produire. Donc, A.J. Brown avec Corey Davis, qu'on avait repêché en première ronde il y a quelques années. C'est vraiment intéressant du côté des Titans. Est-ce que le Tennessee va être en mesure de se tailler une place en éliminatoire ou on va manquer de temps? Hein? Si on avait commencé la saison avec Ryan Tannehill au poste de carrière partant dès le premier match de la saison, peut-être que là, on ne serait pas en train de se battre pour la dernière place, donnant accès aux éliminatoires du côté de l'américaine. Ce ne sera pas facile pour les Titans. La semaine prochaine, ils vont recevoir les Saints de la Nouvelle-Orléans et ils vont terminer le calendrier régulier à Houston face aux Titans. Alors, ils vont espérer que à Houston face aux Texans, oui, ils vont espérer bien sûr que les Texans trébuchent la semaine prochaine. Alors, on verra si c'est le cas, mais grosse commande là, d'affronter les Saints le week-end prochain du côté des Titans. À Kansas City, les Chiefs ont vaincu les Broncos 23-3. Pas beaucoup de choses à dire sur ce match-là. Écoutez, ça a été un match à sens unique. Pat Mahomes a amassé 340 verges par la passe. Il a complété 2 passes de toucher. Gros match de la part de l'ailier rapproché étoile Travis Kelce. 11 réceptions, 142 verges pour Kelce. Alors, les Chiefs ont vraiment contrôlé cette rencontre pour le carrière recrue des Broncos, Drew Lock, qui connaissait une bonne séquence. Il avait gagné ses 2 premiers départs. Là, c'est un retour pour lui dans l'État du Missouri, puisqu'il a joué avec les Tigers de l'Université du Missouri. Là, ça a été plus difficile pour lui. Il a été victime d'une interception. Il faut dire qu'il y avait de la neige également à Kansas City. Et on sait, le Arrowhead Stadium est un des stades les plus bruyants de la NFL. Alors ça fait en sorte que Locke, il a connu un match difficile, mais quand même, jusqu'à présent, il y a plus de positifs que de négatifs du côté de Drew Lock au poste de carrière des Broncos. Les Giants de New York, ils ont défait les Dolphins de Miami 36-20. Le match avait lieu au MetLife Stadium. Ce qui s'agissait du dernier match de la carrière d'Eli Manning, son premier départ au MetLife Stadium. On va voir si Daniel Jones sera en santé lors des 2 dernières semaines. 2 touchés au sol pour Saquon Barkley. Puis ça, j'en revenais pas parce que j'ai vu cette statistique-là. C'était les premiers touchés au sol de Barkley depuis la 7e semaine d'activité. Alors, quand on dit qu'il n'y a rien qui a fonctionné du côté des Giants cette année, même Saquon, je sais qu'il a été blessé, il n'était pas à 100%, mais quand même, là, 8 semaines sans avoir inscrit un touché au sol, ça, là, j'en revenais pas de voir ça. Alors, les Giants, bon, qui l'ont emporté haut la main, mais c'était contre les Dolphins. Au moins, Eli a eu une belle ovation en quittant le terrain. Comme je le disais tout à l'heure, il s'agissait peut-être de son dernier départ au MetLife Stadium. Alors, c'était bien de voir ça, de voir les partisans des Giants être capables de donner une belle ovation à Eli Manning qui a mené la concession des Giants à 2 conquêtes du Super Bowl. Alors, c'est un grand de l'histoire des Giants de New York. Alors, c'était bien là de voir être récompensé à la suite de cette victoire. Maintenant, on va rester du côté de la section Est de la nationale. Les Eagles de Philadelphie ont gagné 37-27 contre Washington. Les Eagles qui sont vraiment décimés là, du côté des blessures, en particulier à la position de receveur de passe, vont être privés des services d'Alshon Jeffrey pour le restant de la saison. Jeffrey s'était blessé la semaine dernière. Donc, il ne restait pas beaucoup de joueurs là, avec du punch en attaque là, du côté de l'attaque de Philadelphie, mis à part Zach Ertz, l'ailier rapproché. Mais Miles Sanders, le porteur de ballon recru, l'ancien de Penn State, il a connu tout un match. Il a atteint la marque des 100 verges au sol pour la première fois de sa carrière. Mais non seulement ça, tenez-vous bien, c'était la première fois en 42 matchs qu'un porteur de ballon de Philadelphie gagnait au moins 100 verges au sol lors d'une rencontre. 42 matchs, ça c'était la plus longue séquence du genre du côté de la NFL. Sanders a été électrisant, pas juste au sol, mais également par la voie des airs avec des réceptions. Greg Ward, qui est un autre jeune joueur du côté des Eagles de Philadelphie, Greg Ward qui a réussi le toucher victorieux
Le toucher qui a donné l'avance pour de bon aux Eagles. Greg Ward qui avait connu un match difficile lundi soir. Ça n'avait pas bien été pour lui. Il avait échappé des passes, mais là, il s'est très bien repris. Greg Ward qui est un ancien carrière, partant à l'Université de Houston, donc c'est tout un athlète. Fait la transition à la position de receveur, donc c'est sûr il va avoir des hauts, il va avoir des bas, mais là, ça a vraiment été un après-midi auquel il a eu des hauts face à Washington. Et du côté des Redskins, Adrian Peterson a inscrit le 110e touché de sa carrière au sol. Ça lui a permis de rejoindre au 4e rang de l'histoire Walter Payton. Alors, Adrian Peterson qui continue d'écrire son nom dans le livre des records de la NFL. Ça, c'est vraiment impressionnant à l'âge où il est rendu. Et du côté des Redskins, Dwayne Haskins, il a probablement connu le meilleur match de sa jeune carrière dimanche après-midi. Personnellement, moi, Haskins, je trouve qu'il a. Écoutez, là, il me semble que ça crève aux yeux qu'il a tous les outils recherchés afin de connaître une belle carrière. Il a un gros gabarit, possède un bras puissant également. Mais si Dwayne Haskins ne connaît pas une bonne carrière, ça va juste être de sa faute. Il ne va avoir que lui à blâmer. C'est une question de préparation pour Haskins, d'être assidu dans sa préparation pour les matchs, de bien connaître le cahier de jeu. J'en avais parlé il y a quelques semaines, et Adrian Peterson qui l'avait critiqué, qui disait qu'il se doit de mieux se préparer, il doit laisser faire les médias sociaux et se concentrer. J'ai l'impression que Haskins a saisi le message de Peterson, parce qu'on semble voir une certaine progression là, dans son jeu, mais il a du talent, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Et son coéquipier à Ohio State, receveur de passe recrue, Terry McLaurin, qui connaît vraiment une brillante saison, 5 réceptions, 130 verges, il a inscrit un touché. Les Redskins sont compétitifs sous Bill Callahan, l'entraîneur-chef par intérim. Donc, on a quand même de bons morceaux, de bons jeunes joueurs. Question de savoir si on pourra construire là-dessus la saison prochaine. Les Seahawks de Seattle, ils ont eu le déçu 30-24 contre les Panthers en Caroline. Et jumelé à la défaite des 49ers de San Francisco, j'en parlais tout à l'heure, ça fait en sorte que les Seahawks se retrouvent au premier rang de la section, de l'Association nationale. Alors, si les éliminatoires commençaient aujourd'hui, les Seahawks seraient la première tête de série du côté de la nationale. Russell Wilson a connu un autre fort match. En fait, il a bien rebondi. Les Seahawks ont bien rebondi à la suite de leur défaite contre les Rams. 286 verges, 2 passes de toucher pour Russell Wilson. Tyler Lockett, ça faisait longtemps que Lockett n'avait pas connu un fort match. On sait qu'il a été ennuyé par des blessures, mais hier, il semblait finalement en santé. 8 réceptions, 120 verges, 1 touché. Chris Carson au sol, 133 verges. Il a inscrit 2 touchés, donc ça a bien fonctionné pour l'attaque des Seahawks de Seattle après la déconfiture qu'on avait eue à Los Angeles face aux Rams. Il y a l'entraîneur-chef par intérim des Panthers qui lui a dit, Perry Fewell, il a dit qu'il allait décider cette semaine si Kyle Allen ou Will Grier allait être le carrière partant des Panthers la semaine prochaine. J'ai vu sur NFL.com, selon Ian Rappaport, que Fewell pencherait en faveur de Will Grier. C'était un autre match très difficile pour Kyle Allen. Il a été victime de 3 interceptions face aux Seahawks de Seattle. Souvenez-vous, là, il y a un mois et demi, lorsqu'on se disait que les Panthers devraient échanger Cam Newton durant la saison morte pour faire place à Kyle Allen. Allen avait bien joué au mois de septembre, mais depuis, là, ça a vraiment été laborieux. Je me demande s'il n'est pas en train de frapper un mur. Pour une jeune carrière comme ça, le calendrier de la NFL, c'est un long calendrier rigoureux, et c'est peut-être pour ça qu'on voit une régression de sa part. Mais encore une fois, 3 interceptions face aux Seahawks de Seattle. Will Grier, c'est un carrière talentueux, c'est un jeune carrière recrue. C'est un produit de l'Université West Virginia. Alors, on va voir si on va donner le départ à Grier. Pourquoi pas? Il ne reste que 2 matchs à la saison des Panthers à Caroline. Alors, pourquoi pas évaluer notre jeune carrière afin de prendre une décision durant la saison morte, ou du moins de savoir qui sera notre carrière numéro 2 si jamais Cam Newton est en mesure de revenir en santé la saison prochaine. Christian McCaffrey continue son excellente saison, a amassé plus de 80 verges au sol. Il a inscrit 2 touchés par la course, plus de 80 verges également par voie de réception. Et ça fait en sorte que McCaffrey, il a atteint la marque des 2000 verges d'attaque gagnées jusqu'à présent cette saison. Alors, peu importe quelle carrière, même avec Kyle Allen qui ne produit pas, McCaffrey, lui, il continue d'ajouter à ses statistiques. Il connaît vraiment toute une saison. C'est une des meilleures saisons qu'on a vues à la position de porteur de ballon depuis quelques années, vraiment, là, de la part de Christian McCaffrey.
Les Jaguars de Jacksonville, ils ont cassé le party, comme on dit, à Oakland, hein, parce que les Raiders, ils jouaient le dernier match de leur histoire au Oakland Coliseum. On sait que les Raiders ont déménagé à Las Vegas l'année prochaine. Alors, c'était leur dernier match à domicile. Et il n'y aura pas de match éliminatoire, bien sûr, à Oakland. Bon, on a perdu 20-16. Alors, ça a été une victoire de Jacksonville. Gardner Minshew, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu faire sa magie, mais il était en mesure de compléter 2 passes de toucher à Chris Conley dans les 5 dernières minutes du quatrième quart. Alors, il a ramené les Jaguars qui tiraient de l'arrière. Comme je le disais, c'était un dernier match à Oakland. John Gruden, après la rencontre, il ne cachait pas qu'il était déçu de ne pas avoir été en mesure de permettre aux partisans des Raiders de quitter le Oakland Coliseum pour une dernière fois avec une victoire. Maintenant, les Cardinals d'Arizona, ils ont gagné 38-24 contre les Browns de Cleveland. L'Arizona a bien rebondi là, après avoir été embarrassé lors des dernières semaines. C'est vraiment là, des performances troublantes du côté des Cards, parce qu'à un certain moment durant la saison, on se disait « les Cardinals, ils démontrent des signes d'amélioration. » Puis là, on a subi de bonnes raclées. Là, on a bien rebondi. À domicile contre les Browns, 38-24. 4 touchés pour le porteur de ballon Kenyon Drake, qui a connu le match de sa carrière. Et pour Baker Mayfield, ça se poursuit. Il a été victime d'une interception dans la zone des buts. Ça sent la fin là, pour Freddie Kitchens. Je ne sais pas si vous avez vu les images de Jarvis Landry et de Odell Beckham. La production des 2 receveurs là, de Beckham et de Landry lors de ce match, ils n'ont même pas amassé 100 verges à eux deux, même pas 100 verges. Moi j'en reviens pas comment on est incapable de faire produire Odell Beckham à Cleveland. Beckham, c'est un des receveurs, c'est pas le receveur de passe le plus talentueux de la NFL. Puis Freddie Kitchens, qui était supposé être un gourou de l'attaque, il est incapable d'être en mesure de faire en sorte que Beckham se libère. Et puis les Browns, on regarde leur fiche, là. Où est l'amélioration? Les Browns étaient supposés être une meilleure équipe que l'année dernière, en raison du talent qu'on a au sein de cette formation. En 2018, on a terminé le calendrier régulier avec une fiche de 7 victoires, 8 défaites et un match nul. Alors, on s'enligne pour le même genre de saison du côté des Browns de Cleveland, donc une autre saison perdante. On va voir ce qui va arriver d'ici à la fin, mais tout ça pour dire qu'il n'y a eu aucune amélioration du côté des Browns, alors que bien des gens croyaient qu'ils allaient participer aux éliminatoires, mais c'est vraiment pas ça qui se passe à Cleveland. Alors, on se verra bien sûr si Freddie Kitchens sera en mesure de sauver son emploi, mais j'en doute. Les Chargers de Los Angeles se sont fait écraser à domicile, rien de moins, 39-10 par les Vikings du Minnesota. Les Chargers, c'était une farce hier. Ils ont été victimes de 7 revirements. 7 revirements, OK? Ils ont perdu la bataille des revirements. Ils étaient moins 6 à la fin du match, dont 3 interceptions et un échappé de Philip Rivers. Donc Rivers, à lui seul, il était victime de 4 revirements. Puis il semble que ça toutes les semaines, du moins à toutes les 2 semaines que Rivers connaît des matchs comme ça. Si je ne me trompe pas, il écoute la dernière année de son contrat. Du côté des Chargers, je passerai un autre appel. Là. Philip Rivers est rendu à quoi? 34 ans maintenant, 34, 35 ans. Je pense qu'on est temps de passer à autre chose, de trouver un jeune carrière pour le remplacer du côté des Chargers, parce que ça ne va pas aller en s'améliorant du côté de Philip Rivers, qui a été un grand carrière, un excellent carrière. Moi, j'ai toujours aimé regarder jouer Philip Rivers, mais c'est très pénible là, cette année. Là. Puis même l'année dernière, si on remonte à l'année dernière, il n'avait pas bien terminé. La saison également. Les Vikings ont surveillé l'état de santé de Dalvin Cook. Cook s'est blessé à une épaule. C'est une blessure qu'il avait subie il y a quelques semaines face aux Seahawks de Seattle. Je me souviens bien lors du match du lundi soir. Il n'avait pas été en mesure de terminer la rencontre. Alors là, il semble avoir aggravé cette blessure. Ça semblait très douloureux. Par contre, par la suite, on l'a vu sur les lignes de côté en train de sourire. On va surveiller ça, l'état de santé de Dalvin Cook. Parce qu'une blessure à une épaule pour un porteur de ballon, c'est très difficile de s'en remettre rapidement parce qu'on n'est pas en mesure, premièrement, se faire frapper, ça arrive de tous bords, tous côtés, donc il n'y a pas moyen de protéger ton épaule. Lorsque tu joues à une autre position, tu peux protéger ton épaule, moins utiliser ton bras, mais là, tu vas te faire frapper sur ton épaule, même tu vas te faire plaquer, chuter, tomber sur ton épaule. C'est ce qui est arrivé à Dalvin Cook hier. Alors, on va voir si Cook sera en santé lors des prochaines semaines et bien sûr lors des éliminatoires également. Si les Vikings sont en mesure de s'assurer d'une place en éliminatoire, c'est tellement incroyable à quel point la course du côté de la nationale est relevée. Les Vikings qui ne sont toujours pas assurés d'une place en éliminatoire.
Et ça, c'est malgré leur fiche de 10 victoires et 4 défaites. Si les éliminatoires commençaient aujourd'hui, les Vikings détiendraient la dernière position du côté de la nationale, mais quand même 10 et 4, pas assuré d'une place en éliminatoire, c'est rare qu'on voit ça. Et maintenant, oui, les Cowboys, eux, sont allés d'une victoire écrasante, 44-21 contre les Rams. C'était à domicile à Dallas. Donc finalement, une première victoire contre une équipe avec une fiche gagnante pour les Cowboys, mieux vaut tard que jamais. C'est simple, c'est la ligne d'attaque des Cowboys qui a complètement dominé le front défensif des Rams. Dallas a été en mesure de gagner 263 verges au sol. Ezekiel Elliott a gagné plus de 100 verges au sol. Ça a été la même chose pour Tony Pollard. Et pour Zeke, c'était son premier match de 100 verges au sol en 6 matchs. En 6 matchs. C'est la première fois qu'il atteignait la marque des 100 verges par la course. Puis combien de fois, il me semble, semaine après semaine, on en parle ici au podcast. On en parle également en ondes lors des émissions d'avant-match, le jeudi, le lundi soir. On ne remet pas le ballon suffisamment du côté des Cowboys à Ezekiel Elliott. C'est simple, lorsque Zeke est en mesure de toucher au ballon entre 20 et 25 fois, ça augmente. Ça augmente de beaucoup les chances des Cowboys de connaître du succès. Ça allège la charge de travail sur les épaules de Dak Prescott. Alors, bien évidemment, peut-être que finalement, mieux vaut tard que jamais du côté des Cowboys. On a compris le message. On va voir. La table est mise pour le duel entre les Cowboys et les Eagles pour le premier rang de la section Est à la nationale. Les deux équipes ont des fiches identiques de 7 victoires et 7 défaites. Les Cowboys avaient gagné le premier duel entre les deux équipes plus tôt cette saison. Ça avait lieu à Dallas. Mais là, dimanche, ça va être à Philadelphie avec les partisans bruyants des Eagles. Alors ça, bien sûr, ça va être un match à ne pas manquer. Du côté des Rams, écoutez, Todd Gurley, seulement 11 courses pour Gurley, 11 courses pour 20 verges. On n'a pas été en mesure de produire au sol. Et pour Jared Goff, c'est simple. Afin qu'il connaisse du succès, tout autour de lui doit bien fonctionner. On l'a vu la semaine dernière face aux Seahawks de Seattle. On a été en mesure de courir avec le ballon. Ça a aidé au niveau de la protection. Ça a allégé la pression qu'il avait sur les épaules. Et là, il avait l'air d'un carrière étoile, Jared Goff. Mais on dirait que tout doit être parfait autour de lui pour qu'il nous donne ce genre de production. Il faut dire qu'il s'est blessé à une main à un certain moment durant le match. Bon, ça n'a pas dû aider lorsqu'il a complété sa motion, sa main. Il a cogné sa main sur le casque d'un de ses joueurs de ligne à l'attaque, mais quand même, ça n'a vraiment pas été un bon match pour Jared Goff. Je dirais même que ça a été un retour à la normale pour la carrière des Rams. À San Francisco, les Niners ont trébuché. Ils ont perdu 29-22 contre les Falcons d'Atlanta. Personnellement, je trouvais que c'était prévisible parce que les 49ers venaient de jouer 2 gros matchs. On se souviendra, il y a 2 semaines, ils ont perdu par 3 points à Baltimore face aux Ravens. La semaine dernière, ils ont été en mesure d'aller à la Nouvelle-Orléans et de vaincre les Saints dans un match qui a probablement été le match de l'année en saison régulière jusqu'à maintenant. Alors, fallait s'attendre à un petit relâchement là, du côté des 49ers de San Francisco, surtout qu'on affrontait les Falcons, qui connaissent une saison difficile, bien qu'Atlanta joue mieux depuis la mi-saison. Mais Kyle Shanahan, entraîneur-chef des 49ers, il avait dit à ses joueurs au début de la semaine, lorsque les Niners ont commencé leur préparation durant la rencontre d'équipe, Kyle Shanahan avait dit à ses hommes que ce match-là, pour les Falcons, c'était le Super Bowl des Falcons. Et que si les 49ers ne prenaient pas ce match-là au sérieux, eh bien, qu'ils allaient se faire botter le derrière. Et c'est ce qui est arrivé. Ça a été un match serré. Finalement, c'est Julio Jones qui a inscrit le toucher victorieux alors qu'il ne restait que 2 secondes. Avant ça, Hooper, l'ailier rapproché, Austin Hooper avait inscrit un toucher. On est allé à la reprise vidéo. On a jugé qu'il n'avait pas bien maîtrisé le ballon. En fait, le ballon avait touché au sol. Eh bien, on est revenu à la charge. Matt Ryan, cette fois-ci, il a rejoint Julio Jones. Donc, c'est une belle victoire pour les Falcons. Je me demande, est-ce que là, on est en train de peut-être là, sauver le poste d'entraîneur-chef de Dan Quinn du côté des Falcons d'Atlanta? Mais on verra. On aura la réponse d'ici 2 semaines, une fois que le calendrier régulier sera terminé. Dans le dernier match qui était présenté dimanche, cette rencontre mettait aux prises les Bills de Buffalo aux Steelers à Pittsburgh, au Heinz Field. Les Bills qui ont été en mesure de l'emporter 17-10. Alors, les Bills qui se sont assurés d'une place en éliminatoire avec cette victoire se sont également assurés de terminer avec une fiche gagnante pour la première fois depuis 1999. Ça faisait longtemps, 20 ans, qu'on n'avait pas eu une saison gagnante du côté des Bills de Buffalo. Cette année-là, Doug Flutie était au poste de carrière partant. Devlin Hodge des Steelers a été victime de 4 interceptions. Hodge il a connu de bons moments lors des dernières semaines, mais là, vraiment, ça n'allait pas du tout pour lui. Puis c'est ça, là, les Steelers avaient l'air d'une équipe qui avait le vent dans les voiles, mais Hodge,
il ne tente presque pas de longues passes. Il est en mesure d'en compléter quelques-unes, mais à un certain moment, on a montré un graphique lors de ses départs. Je crois que c'est, mon Dieu, c'est quoi? C'est 80% de ses passes sont dans un rayon de 10 verges. Alors, ce sont des passes très courtes généralement. Alors, il va devoir tenter d'étirer verticalement les défenses adverses. Sinon, ben, il va connaître d'autres performances comme il a eu dimanche soir avec 4 interceptions, rien de moins. Et Josh Allen, carrière des Bills. Je veux dire de quoi Josh Allen, j'ai beaucoup de misère avec lui. Pourquoi? J'ai rien contre Josh Allen, mais Josh Allen n'est pas un bon carrière. C'est un très bon athlète qui joue à la position de carrière. Mais il est tellement imprécis, tellement, mais tellement imprécis, Josh Allen. Je vois pas comment on va pouvoir connaître du succès en éliminatoire du côté des Bills, à moins qu'on soit en mesure de provoquer 4-5 revirements du côté de notre défense, que les unités spéciales nous donnent un toucher. Mais en éliminatoire, les performances de la sorte de Josh Allen, ça sera pas suffisant. Je suis bien désolé pour les partisans des Bills, mais il est simplement trop imprécis. Alors, comme je le disais, les Bills se sont assurés d'une place en éliminatoire. Si les éliminatoires commençaient aujourd'hui du côté de l'Américaine, ce sont les Steelers qui détiendraient la dernière place avec une fiche de 8 victoires et 6 défaites. Les Titans ont également une fiche de 8 et 6. Donc, je continue de croire aux chances des Titans. Bon, les Colts, c'est terminé à 6 et 7. Les Browns, on n'est pas obligé d'en parler. Alors, on va voir qu'est-ce que ça va donner dans cette course. Pour la dernière place qui donne accès aux éliminatoires, mais également quelle équipe terminera avec les semaines de congé. Présentement, les Ravens sont en première position, les Patriots en deuxième, donc ce seraient les deux équipes qui auraient congé lors du premier tour éliminatoire, alors que du côté de la nationale, ce sont les Seahawks et les Packers. Mais vous le voyez, d'une semaine à l'autre, les choses changent rapidement, là. Les 49ers qui sont passés de la première tête de série du côté de la nationale, maintenant ils sont seulement à la 5e tête de série, tout ça à cause d'une défaite à 2 secondes de la fin. Alors les choses peuvent changer très rapidement, le classement est serré. Alors on va voir qu'est-ce que ça va donner la semaine prochaine lorsqu'on va se reparler. Cette course aux éliminatoires du côté de l'Association américaine et de l'Association nationale. Alors on a fait le tour du côté de la NFL. On va maintenant se tourner du côté de la Ligue canadienne de football. En particulier, ce qui vous intéresse le plus, naturellement, ce sont les Alouettes de Montréal, bien sûr. Les Alouettes, le dossier de la vente n'est toujours pas réglé. Il n'y a toujours pas d'annonce, à tout le moindre, qui a été faite concernant les nouveaux propriétaires des Alouettes. Et le poste de directeur général, ça c'est le dossier sur lequel dont on va discuter présentement. Les Alouettes qui sont à la recherche d'un directeur général lors du bilan après la saison. Patrick Boivin, le président des Alouettes, nous avait dit que le processus, en fait, de trouver le prochain directeur général était amorcé depuis quelques semaines déjà. Donc, c'est depuis la saison régulière qu'on avait commencé ce dossier-là du côté des Alouettes et que Wally Buono donnait un coup de main à titre de conseiller afin de trouver un nouveau DG. Ben là, selon les informations obtenues par mon collègue Farhar Ladji de notre station sœur TSN, ben ça va pas bien là, la recherche d'un nouveau directeur général des Alouettes. Danny McManus, bon, les Alouettes ont dit à Danny McManus, qui travaille pour les Blue Bombers de Winnipeg, que finalement, qu'ils n'étaient pas intéressés à ses services. Et après ça, on croyait que Ryan Rigmaiden, qui lui aussi travaille pour les Blue Bombers de Winnipeg, qu'il était l'homme des Alouettes. Et Rick Maiden, finalement, il a appelé les Alouettes, puis il leur a dit qu'il n'était pas intéressé, finalement, au poste de directeur général. Puis ça, bon, il y a plusieurs raisons qui entoure sa décision. De ce qu'on m'a dit, probablement, il ne se sentait pas à l'aise, naturellement, avec la situation de la vente de l'équipe. Lui, il n'était pas convaincu que c'était une situation qui allait se régler prochainement. Également, notamment. Du côté des Alouettes, il y a plusieurs défis là, pour la personne qui va accepter le poste de directeur général. D'après ce qu'on m'a dit, la liste de négociation des Alouettes présentement, c'est le chaos total. C'est vraiment pas très fort qu'est-ce qu'on a sur la liste de négociation avec les joueurs américains. En plus de ça, les Alouettes n'auront pas de choix de première ronde au repêchage lors des 2 prochaines saisons. Ça, on peut remercier l'ancien directeur général pour ça. Alors ça fait en sorte que c'est pas un poste facile. Il y a plusieurs défis à relever pour la personne qui sera le prochain directeur général des Alouettes. Alors, Rick Maiden, bon, il a dit qu'il n'était pas intéressé et il y a eu plusieurs autres personnes qui ont même refusé tout simplement d'être interviewées ou qui ont préféré se concentrer sur leur situation actuelle. C'est le cas également de Jean-Marc Edmé, qui est un Montréalais, non seulement ça, Jean-Marc Edmé, qui a déjà travaillé pour les Alouettes dans l'organisation montréalaise
montréalaise pendant 8 ans, qui est maintenant avec le Rouge et Noir d'Ottawa, avec Marcel Desjardins. Il semble que ça aurait été un candidat idéal, un ancien des Alouettes, qui a participé aux conquêtes de la Coupe Grey avec les Alouettes, qui est natif de Montréal. Et puis, lui, il a préféré, il semble, de ce qui est rapporté, de se concentrer sur son travail avec le Rouge et Noir d'Ottawa. Alors, il y a eu d'autres candidats comme ça. Puis là, ça fait en sorte, qui y reste? Hein? Qui y reste? Bon, il reste des vieux de la vieille, des gens comme Eric Tillman, des gens comme Brian Taman, qui a été directeur général pendant quelques années, notamment avec les Rough Riders de la Saskatchewan. Moi, d'après les informations que j'ai recueillies, on m'a dit que Carey Jones aimerait beaucoup travailler avec Brendan Taman. Alors, Brendan Taman, pour le moment, ça va être un nom à garder en tête, parce que des gens comme Tillman et Taman, ils n'ont pas d'emploi. Fait eux, le poste des Alouettes, même si là, on ne sait toujours pas qui seront les nouveaux propriétaires de l'équipe, même s'il y a de l'incertitude à ce niveau-là, pour ces gens-là, ça ne dérange pas. Ils ne sont plus dans la Ligue canadienne. Ils aimeraient revenir travailler dans la Ligue canadienne. Ils vont être prêts à prendre le poste. Mais après ça, lorsqu'on regarde qui est intéressant, Danny Machocha a un bon emploi avec les Carabins de l'Université de Montréal. Je ne suis pas certain qu'il voudrait quitter cet emploi-là pour venir être directeur général des Alouettes. Encore une fois, en raison de l'incertitude qui règne au sein de l'organisation au niveau de la vente. Alors, si la vente de l'équipe pourrait se régler, j'imagine que ça aiderait également au niveau de la recherche d'un directeur général. Mais là, les meilleurs candidats, il semble qu'ils ont refusé, tout simplement, qu'ils ont retiré leur nom. Alors ça, on va voir. Là, la période des fêtes arrive. Là. On est rendu quoi? Là, le 16 décembre. Alors, est-ce qu'on va faire une annonce cette semaine? Si ce n'est pas cette semaine, là, on va devoir attendre à 2020 pour avoir une annonce concernant le nouveau directeur général des Alouettes, mais également la vente de l'équipe. Mais ça, c'est un dossier éternel. On n'est même plus surpris de voir que c'est toujours pas réglé du côté de la vente des Alouettes. Alors, écoutez, on a fait le tour. Je vais aller jeter un coup d'œil pendant que je vous parle de la vente des Alouettes à mes courriels, juste au cas où, là, si jamais un communiqué n'avait pas été envoyé et qu'on avait appris pendant l'enregistrement du podcast que finalement, les Alouettes vont nous annoncer la vente de l'équipe. Eh bien non, rien sur le DG également. Alors, vaut mieux vérifier afin d'être certain. Alors, ça se poursuit, ces dossiers-là. On va continuer de les suivre au cours des prochains jours, au cours des prochaines semaines. Alors, écoutez, j'espère que cet épisode du podcast Le Sac du Cœur vous a plu. J'aurai pour vous un invité la semaine prochaine, peut-être même 2. C'est la fin du calendrier régulier du côté de la NFL. Alors, pourquoi pas avoir des gens en studio avec nous afin de parler de la fin de la saison de la NFL. Alors, écoutez, j'espère que cet épisode du podcast Le Sac du Cœur vous a plu. On se reparle la semaine prochaine.